bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Céline et je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode de saison de vidéos YouTube. Il s'agit d'un podcast dédié au tricot et plus particulièrement, plus généralement aux arts de la maille. Donc il peut m'arriver aussi de parler crochet et également art textile sur cette chaîne. Je suis donc Céline. Pour les personnes qui revenaient sur cette chaîne, je vous remercie énormément pour votre fidélité. Et puis bien sûr, merci également aux toutes nouvelles personnes qui vous découvrez cette chaîne YouTube. Peut-être refaire quelques présentations brèves. Donc je suis une créatrice de modèles de tricot sous la marque de Mademoiselle Pétronille depuis 2017. Voilà, c'est ça, oui, je me trompe pas. J'ai créé des modèles de tricot que vous pouvez retrouver sur mes boutiques en ligne Etsy et également Ravelry. J'ai fait une petite interruption concernant cette activité pour le moment, donc je ne crée pas de nouveaux modèles, même si tous mes autres modèles sont toujours disponibles à la vente. Et j'enseigne également le tricot et le crochet dans ma région, puisque j'habite à Chambéry en Savoie, et que je donne également des ateliers à la boutique, célèbre boutique grenobloise Lanaé Tricot. Vous pouvez me retrouver certains samedis par mois. Donc ça, c'est mon activité professionnelle, on va dire, l'enseignement du tricot. Et à côté, je suis également dans un nouveau projet qui est un projet artistique autour des arts textiles, où je travaille plusieurs techniques comme la broderie, le feutrage à la laine, toujours les arts de la maille, tricot-crochet, et que je réalise à la fois des tableaux, des œuvres en 2 dimensions, mais aussi des sculptures et des installations. Voilà, mais ça, j'en parle très rarement ou très peu, en tout cas sur ma chaîne YouTube. Je garde cette partie en général à la fin de la vidéo et j'ai une page Patreon pour laquelle vous pouvez également venir me suivre si vous le souhaitez. Je vous expliquerai tout ça en fin de vidéo et où là je détaille plus amplement mon travail en tant qu'artiste textile. Voilà pour les présentations. Donc je tourne une vidéo YouTube de saison. Chaque changement de saison, je viens vous parler un petit peu de ce que j'ai fait personnellement au niveau du tricot et du crochet. Nous sommes le 20 septembre, donc à la veille de l'équinoxe d'automne, et je vais venir vous parler dans cet épisode de toutes les réalisations que j'ai faites durant l'été. Donc il n'y aura pas énormément puisque j'ai deux projets terminés, 2 ouvrages terminés que je vais vous présenter aujourd'hui, mais je vais également vous présenter mes encours du moment qui sont plus ouverts sur la saisonnalité automnale. Et là j'ai 3 tricots que je vais pouvoir vous partager et je garde en fin de vidéo une petite partie blabla pour vous parler de mon actualité mais aussi un petit peu de mon travail en tant qu'artiste. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, ce que je porte, pour certains d'entre vous, vous l'avez reconnu, et c'est un ouvrage que j'avais terminé au printemps mais dont j'étais pas satisfaite parce qu'il y avait un gros défaut sur l'avant de ce corsage. Il s'agit de la blouse Plumty de Julie Knits in Paris. Je vous mettrai toutes les informations, bien entendu, des modèles dont je vous parle dans cette vidéo en description sous la vidéo. Donc vous pourrez retrouver les liens vers les patrons mais également vers ma page Ravelry si vous souhaitez savoir un petit peu plus en détail le nom des laines et les techniques de modification que j'ai mises en place pour mes réalisations. Vous les trouverez dans la partie description. C'est une petite blouse tout en dentelle réalisée dans un fil essentiellement de mohair et soie en qualité dentelle. Pour mon modèle, j'avais utilisé la marque de fil Colana, pardon, je crois que c'est ça, je dis pas n'importe quoi, Arouetta pour le fingering qu'on utilise sur les bords-côtes et sur le col, et j'ai la qualité Tilia pour le mohair qu'on utilise en osal brun, puisque vous voyez la transparence du modèle, c'est voulu puisque l'idée c'est d'avoir vraiment cet effet chemise blouse. Donc j'avais craqué sur ce modèle, je le trouve très élégant, très romantique, et malheureusement j'avais fait une grosse erreur au niveau de la dentelle à ce niveau là.
Donc j'avais l'impression de voir que ça quand j'enfilais mon vêtement, et comme il est construit du bas vers le haut, ça m'obligeait à tout refaire en fait si je devais refaire mon pullover et enlever cette erreur. Donc j'ai fait un autre choix. J'ai démonté, j'ai découpé la partie côte que j'avais faite jusqu'à présent, je l'ai retirée, j'ai mis bien sûr un fil de vie pour pas que la dentelle se défasse. J'ai du coup repris toutes les mailles et j'ai retricoté une bande de côte sur le bas, ce qui fait qu'il est énormément raccourci par rapport à la version originale, mais ça ne me dérange pas parce que moi j'aime bien porter les pulls et les petits, voilà, les petits tops de manière à ce que ça m'arrive vraiment à ma taille naturelle. Ça correspond plus avec les pièces de ma garde-robe et je trouve que ça, moi, me convient mieux avec le style que j'ai envie d'adopter. Voilà, donc j'aime beaucoup ce modèle. Il est plutôt bien pour l'intersaison puisqu'on peut le porter par-dessus un petit t-shirt. Là, je le porte par-dessus un t-shirt blanc. Il est caractérisé par ce très beau col Claudine et il y a une jolie goutte aussi dans le dos. Voilà, et il fait, je trouve, beaucoup d'effets. Il n'est pas compliqué, la seule chose c'est que le point est exigeant au niveau de la pratique et de la prise en main du fil surtout, puisqu'on travaille avec un fil lace très poilu. Donc forcément la difficulté elle est essentiellement là, mais après c'est toujours le même point. C'est très bien expliqué, très bien guidé pour réaliser les assemblages d'épaules, la reprise des mailles sur le col, enfin vraiment patron très clair et très bien fait. Voilà pour la longue introduction. Je vais vous dire rapidement au sommaire ce que je vais vous présenter. Je vais vous présenter donc un t-shirt et un débardeur que j'ai réalisé cet été et qui sont terminés. J'ai repris en encours mon pullover, le Sheep Sweater de Rosa Pomar. Donc je vais vous montrer où j'en suis et j'ai commencé un nouveau projet qui est un projet pour hommes puisqu'il s'agit d'un modèle homme sur mesure que je tricote pour mon cher et tendre. Et j'ai également commencé une nouvelle version d'un de mes modèles qui est le modèle du pull Catherine. Donc voilà un petit peu ce que je vais vous présenter dans cet épisode. Je commence donc par mes ouvrages terminés, ceux que j'ai tricotés pendant cet été. Donc c'est vrai que ça va vous paraître un peu curieux que je vous présente au moment de l'équinoxe d'automne des ouvrages estivaux, mais peut-être ça vous donnera des inspirations pour l'été prochain. Et honnêtement, vu les températures qu'on a actuellement, c'est tout à fait des choses que je porte encore. Donc peut-être voilà, vous aurez encore envie de tricoter des matières estivales sur cette fin septembre, début octobre. D'autant que les t-shirts et les débardeurs sont des pièces qu'on peut porter aussi en pièces sous une veste ou sous un gilet du commerce et ça fonctionne très bien. Donc ce premier ouvrage que j'ai terminé, c'est le Outline Tee. Je le présente très rapidement puisqu'il est quand même assez connu, de Jessie Made Design, qui est un t-shirt à manches tombantes, légèrement tombantes, avec une grande ampleur, assez court et qui se caractérise par ces parties où on va échapper volontairement des mailles sur le devant et sur les côtés, également sur le dos. Voilà, qui crée cette ligne en transparence et moi je le trouvais vraiment très chouette. J'aime beaucoup les coupes en manches tombantes pour les t-shirts d'été. Je trouve que c'est très facile à porter, très facile à associer avec ces tenues. Et là, il est caractérisé par un joli col V qui n'est pas très échancré, donc moi qui me convient bien. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce top, de ce t-shirt? Donc, comme je vous expliquais, comme c'est un manche tombante, au niveau de la construction, on va commencer par tricoter un premier demi-devant en aller-retour, en créant une pente d'épaule. Alors je crois pas dire de bêtises, je vais vérifier sur mon carnet. Moi j'ai fait peut-être une petite... Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait une modification? Je crois pas, je crois que je l'ai vraiment tricoté... Non, j'ai vraiment tricoté tel qu'il est présenté dans le patron. Donc il y a un petit montage provisoire au niveau du départ du demi-devant. Elle vient nous expliquer ce qu'on va faire ici pour pouvoir ensuite échapper la maille, puisque quand on va tricoter le t-shirt, on va le tricoter comme normalement, hein, tout en jersey, sans problème. Et c'est seulement avant
de faire l'assemblage au niveau des épaules dos et devant, que là on va venir échapper la maille, et c'est à ce moment-là, c'est vraiment sur la fin du processus du tricot que se créent ces fameuses lignes de jour verticaux. On fait pareil, on met en attente quand on a créé le demi-devant. Donc dans le demi-devant, elle nous explique aussi comment faire les augmentations pour créer l'encolure V. Pareil de l'autre côté, toujours une pente d'épaule aussi avec quelques rangs raccourcis. Puis on rejoint les deux devants, on met en attente, on fait la même chose. Je suis en train de vous dire des bêtises. Complètement en train de vous dire des bêtises. En fait, c'est un modèle qui se tricote du bas vers le haut, pas du tout du haut vers le bas. Donc oubliez complètement ce que je vous ai dit. En fait, non, c'est un modèle qui commence par le bas. Parce que je me disais, mais, il me semble que ça ne fonctionne pas mon histoire de jour. Donc non, on commence par le bas. Pardon, excusez-moi. Donc on travaille tout de suite en circulaire en fait. Et on va monter les côtes. On va travailler les côtes en circulaire. Ce sont des côtes semi-torse. Ensuite, donc on monte le corps dos et devant ensemble en circulaire, puis c'est là seulement qu'on vient séparer le devant du dos. Donc on met en attente les mailles du dos, on crée les deux demi-devants, on fait l'encolure V et non pas en faisant des augmentations mais en faisant des diminutions, on crée les pentes d'épaule avec des rangs raccourcis sur la fin du travail, on met en attente les épaules, oui ça paraît beaucoup plus logique. On reprend les mailles du dos, on tricote pareil tout le dos et on crée aussi les pentes d'épaule avec des rangs raccourcis. À ce moment-là, elle nous dit de faire échapper les mailles qu'on aura marquées au moment du processus du tricot et on fait l'assemblage des épaules avec un rabat à 3 aiguilles. Voilà. Donc là, ça c'est fait. Excusez-moi, pourtant je l'ai tricoté il n'y a pas si longtemps. Et après, on va venir relever les mailles aux emmanchures et on va créer une petite bande de côte pour faire une petite finition de manche de chaque côté. Alors moi, j'ai eu très peur. J'ai vraiment joué à Yarn Chicken sur ce projet puisque j'ai voulu travailler avec un fil que j'avais en stock depuis, oh là là, vraiment très longtemps, que j'avais acheté chez Lanae il y a plusieurs étés. Et il se trouve que j'avais 2 pelotes de 100 grammes. Il s'agit de la qualité Pride de Wool Addicts de chez Langyarn. Et dans un coloris qui est un coloris qui est discontinué, qui est le coloris violet 0047. Et il se trouve... après j'ai compris pourquoi il était discontinué. Donc j'avais vraiment pas plus que ces 2 balles pour pouvoir réaliser mon t-shirt. J'ai vraiment utilisé j'ai démonté mon échantillon en fait pour arriver à finir mon t-shirt et à pouvoir faire justement les finitions de manches. Elle propose soit de laisser l'encolure accrue, soit de venir relever les mailles et de faire un rang de rabat pour faire une jolie finition. C'est ce que j'avais fait, puisque comme il me restait assez de fil, j'avais décidé de faire ça. Finalement je l'ai retiré parce que je trouve que ça refermait trop le V et là je trouve ça dommage. Et en fait ça fonctionne bien d'avoir une finition accrue, ça roulotte un peu vers l'intérieur donc c'est pas du tout gênant. J'aime beaucoup l'effet du fil, vous voyez qu'il il est quand même assez transparent. Mais ce que je trouve, donc c'est un fil qui est composé à la fois de lin et de viscose, et ce que j'aime beaucoup c'est cette irrégularité, cette fausse irrégularité qu'il y a dans le tissu et qui donne un effet un peu texturé de la matière à la fin. Et quand j'avais vu, en fait j'ai vu le sample chez Anna parce qu'elle le propose en kit chez Lanae Tricot. Et j'avais trouvé justement que c'était vraiment ce rendu du fil qui me plaisait beaucoup. Il est d'une grande fluidité, d'une grande légèreté, il est très agréable à tricoter. Moi j'ai pas eu de problème ni dans le fait qu'il soit trop sec, ni dans le fait qu'il se dédouble. Donc c'est un fil d'été qui est très agréable. Le petit inconvénient de ce coloris, mais de toute façon vous l'aurez plus, vous ne pourrez plus le trouver, ce violet, puisqu'il n'existe plus, c'est qu'il dégorge au moment de le laver. Donc je le lave bien à la main, alors qu'il pourrait tout à fait passer en machine, mais comme je ne veux pas qu'il déteigne, et ben je le lave à la main pour le laisser dégorger tout ce qu'il a dégorgé comme couleur.
mais j'en suis totalement ravie de ce petit t-shirt. Je vais le passer comme ça va vous permettre de voir un peu comment il tombe. Je vais le mettre par-dessus mon t-shirt d'en dessous, mais c'est pas gênant, hein. C'est vraiment, en plus c'est vraiment tout à fait le type d'ouvrage qu'on peut porter en couche et en surcouche. Ça peut être un petit... Là en ce moment je le porterais plutôt comme un petit pull à manches courtes par exemple, plutôt qu'un t-shirt directement sur la peau. C'est tout à fait versatile comme vêtement. Je vais l'enfiler, comme ça vous verrez un peu comment il tombe, et puis en même temps je vais vous présenter mon autre projet terminé. Voilà ce qu'il donne portée. Vous voyez qu'il est quand même assez court, hein, assez raccourci, mais comme je vous ai dit, là j'ai vraiment respecté les dimensions du patron, j'ai rien modifié. Il est présenté comme ça, rien ne vous empêche de l'allonger bien entendu. Il a donc les épaules légèrement tombantes et avec la petite bande de côte là de finition, vous voyez, qui tombe comme ça. Donc là, bon, c'est sûr que sur mon t-shirt blanc où il y a les manches qui sont plus longues, c'est pas l'idéal, mais au moins ça vous permet de voir aussi le décolleté, comment il tombe par rapport à mon autre t-shirt du commerce. Il a une très très bonne aisance. Je sais plus combien d'aisance elle recommande, mais je pense entre 15 et 20 cm d'aisance. Et pour ma part, j'ai tricoté la taille, je vous redis tout ça, la taille S qui correspond à 112 cm de circonférence sur le vêtement terminé. J'avais obtenu le bon échantillon en tricotant avec des aiguilles 3,25 et pour le corps et 3 mm pour les côtes qui sont des côtes donc semi-torse. Voilà, donc aussi quand même, je mens un petit peu, j'ai quand même, pour pas justement perdre au jeu du Yarn Chicken, j'ai quand même raccourci les petites côtes qui normalement devaient faire 3,5 cm et moi les miennes ne font que 2,5 cm. Mais ça fonctionne bien, ça fonctionne très bien. J'ai aussi peut-être relevé un peu plus de mailles au niveau de l'emmanchure que ce qui était recommandé sur le patron. Parce que moi je voulais pas que ça vienne resserrer mon emmanchure. Je voulais garder une emmanchure plutôt lâche. Donc ce qui explique pourquoi j'ai fait aussi cette petite modif. C'est-à-dire que j'ai remonté plus de mailles au niveau des emmanchures. Parce que je crois que j'avais anticipé de faire une emmanchure plus large. Oui, c'est ça. J'ai dû rajouter 1 cm sur l'emmanchure par rapport à ce qui était préconisé dans le patron. Mais ça c'est une chose que je fais assez souvent sur ce type de construction. Je vous l'expliquerai aussi sur un de mes prochains modèles. J'aime bien avoir finalement sur les constructions à épaules tombantes une emmanchure assez large. Parce que souvent on se retrouve avec des bras qui sont trop resserré dans l'emmanchure et c'est pas agréable et après ça fait remonter le t-shirt ou le pullover et c'est pas ce qu'on veut quoi. On veut que ce soit facile, on peut se mouvoir facilement dans le vêtement. J'ai terminé avec le Outline Tee. Je vais vous présenter maintenant l'autre petit ouvrage que j'ai réalisé pendant l'été qui est cette fois-ci fait en coton et qui utilise la technique du crochet. Voilà, je vais peut-être vous mettre sur cintre, ce sera plus facile pour vous présenter. Vous voyez, c'est un tout petit débardeur qui est composé de grands granny squares. 2 sur le devant, 3 sur le dos et ensuite j'ai retravaillé, mais je vais vous expliquer la construction puisque c'est un ouvrage dont j'ai pas utilisé de modèle pour le réaliser, j'ai pas de patron à vous proposer, c'est un patron personnel. Mais je me suis inspirée, je vais vous montrer, je vais vous présenter une photo ici d'un modèle de chez Fildar il y a quelques années, mais qui me plaisait beaucoup. Donc dans l'idée, il m'a inspirée pour réaliser cet ouvrage. Après moi j'ai fait mes petits calculs de mon côté. La seule chose que moi je trouvais pas très heureux dans le modèle de Fildar, c'était le style de granny qui proposait pour faire le débardeur. Je trouvais qu'il y avait cette forme ronde à l'intérieur du granny sur le modèle original qui moi je trouvais pas très heureuse parce qu'elle pouvait tomber directement sur au milieu du sein quoi, et ça faisait vraiment bon, alors moi j'ai pas beaucoup de poitrine donc c'est pas très gênant, mais ça peut être voilà, moi ça fait un peu cible et je trouve ça un peu triste, un peu bon, pas très heureux. Donc là j'ai changé j'ai cherché dans mes catalogues de carré granny au crochet
dans mes bouquins, dans les ressources en ligne, et j'ai trouvé ce carré là que je trouvais très sympa. Et il se trouve que je l'ai adapté pour qu'il fasse une certaine taille, puisque je suis partie du fait que je voulais que ce soit un débardeur qui n'ait pas d'aisance. Vous voyez d'ailleurs il se positionne directement il est assez ajusté. Donc il n'a pas d'aisance, donc je savais que par rapport à mon tour de poitrine, je devais faire une circonférence maximum, allez on va dire de 80... Moi je fais 84 de tour de poitrine, je m'étais dit s'il fait 5 cm d'aisance, ça sera le grand max. Et je crois que finalement, qu'il fait 85 cm de circonférence, mon petit débardeur. Donc j'avais fait un calcul pour que mes carrés fassent un certain nombre de centimètres. Donc ils font, pas dire de bêtises, 15 cm chacun. J'en ai fait 5 et je savais qu'en faisant les coutures pour les assembler, j'allais rajouter un certain nombre de centimètres et ça allait arriver à la circonférence voulue. Donc j'ai commencé par crocheter les 5 carrés granit selon le diagramme pour obtenir 15 cm de côté, 15 sur 15. Puis j'ai assemblé les 5 carrés pour faire une grande bande. Donc j'ai fait une couture à l'aiguille parce que maintenant moi j'aime bien, sur les ouvrages que je fais en granny square, j'aime bien faire la couture à l'aiguille parce que je trouve que c'est une couture invisible. Je sais pas si je vais arriver à bien vous montrer. Voilà, je me cache parce que sinon il fait la mise au point sur mon visage. Et à l'intérieur, ça évite, j'ai pas du tout de bourrelet. Vous voyez, à l'intérieur, j'ai aucun bourrelet sur les coutures. Donc c'est quand même plutôt agréable. Je n'ai pas assemblé la bande en un grand tube, puisque l'idée c'était de faire des boutonnières pour venir mettre des petits boutons sur le devant du débardeur, même si en vérité je ne l'ouvre pas. Et ensuite, j'ai fait des finitions en haut et en bas de cette bande, avec des systèmes de bride et de double bride. J'ai également créé des jours entre les carrés granit et la finition ici de bride. Alors j'ai tout noté normalement. C'est pas le cas, je vais le faire, ça vous l'aurez. Je vais dans le descriptif de mon projet Ravelry, je vais noter le processus, comment je m'y suis pris. Alors c'est pas détaillé, il n'y a qu'une seule taille, c'est pour moi, mais ça vous donne une idée de comment j'ai procédé pour réaliser ce petit débardeur. Puis ensuite j'ai fait la finition du bas où j'ai créé là une petite frise avec un motif coquille pour terminer, pour avoir donné un esprit un peu plus dentelle sur le bas. J'ai ensuite venu relever ici de chaque côté avec un système de 2 demi-brides de chaque côté pour que je puisse installer d'un côté coudre mes boutons et de l'autre côté ouvrir parce que en fait les demi-brides ça fait automatiquement naturellement des boutonnières. Donc j'ai pas créé de boutonnière. En fait je passe les boutons dans la demi-bride, ce qui m'a évité de devoir faire des boutonnières. Autre chose aussi que j'ai faite, au niveau de la finition sous les emmanchures, je n'ai pas fait une bande droite. J'ai créé un léger dévers, vous voyez. J'ai une partie qui est plus courte au niveau de l'aisselle. J'ai vraiment créé comme une courbe pour pas avoir cet esprit de... Je déteste quand on a des modèles comme ça qui rentrent sous l'aisselle, c'est vraiment pas agréable. Donc ça, j'ai veillé à faire ça. Et pour réaliser ce type de choses... En fait, pour pouvoir créer donc toute cette partie pour creuser en fait, comme on voudrait d'ailleurs creuser une encolure ou là c'est creuser sous l'aisselle, on fait un système où à un moment donné, au lieu de tricoter là c'était que des brides tout le long, et ben on va progressivement créer la pente en faisant des brides, puis après un certain nombre de demi-brides, puis un certain nombre de mailles serrées, puis un certain nombre de mailles coulées, ce qui va créer la pente pour descendre. Et après en sens inverse, on va repartir en symétrie, c'est-à-dire qu'on a terminé, donc on a fait les mailles coulées pour la partie droite sous l'aisselle, et après quand on remonte, on refait en symétrie un certain nombre de mailles serrées, un certain nombre de demi-brides et un certain nombre de brides pour rattraper les brides ensuite qui vont faire tout le tour tout le dos du débardeur, et on refait la même chose de l'autre côté. Et ça va permettre d'avoir donc ce petit
décrocher en fait, hein. C'était pour avoir de l'aisance sous les aisselles et pas se retrouver avec du tissu qui remonte trop dans les aisselles. Parce que l'idée, c'était pas non plus d'avoir un débardeur qui descende trop bas, puisque l'idée, enfin je voulais pas que ma poitrine soit à moitié visible au-dessus du débardeur. Les bretelles d'ailleurs, au début quand je les ai faites, donc j'ai fait des bretelles avec un système de mailles serrées et de demi-bride que j'ai cousu devant et dos, et je les ai, au début c'était trop long, donc je les ai raccourcis pour les ajuster exactement à l'endroit où je voulais. Donc il arrive, vous voyez qu'il arrive quand même haut, et si j'avais pas fait créer ces petites comment je pourrais appeler ça, aisance, on va dire, cette petite aisance sous l'aisselle, et ben elle viendrait se coller et ce serait pas agréable. Je vais vous l'enfiler également, donc je vais le passer par-dessus mon t-shirt parce que je vais pas me déshabiller complètement. D'autant que j'ai pas la bonne lingerie, donc ça fonctionnera pas, hein, parce que là je le porte avec un soutien-gorge bandeau pour pouvoir ne pas avoir les bretelles, parce que les bretelles ne tombent jamais au bon endroit, hein, on s'entend quand on fait ce genre de modèle. Donc voilà, donc là, je suis désolée, c'est pas super sur le t-shirt, mais ça vous donne une idée de comment il est. Il est très court, voilà. Ouais, vous voyez que je le porte soit avec une taille haute, soit que j'assume le fait qu'on voit mon ventre, mais en général non, je le porte avec une taille haute. Et vous voyez que voilà, j'ai décroché sous l'aisselle légèrement pour pas que ça vienne se coller sur et que ce soit désagréable. Mais au niveau de la profondeur, c'est bien, ça descend pas trop bas, d'autant que moi j'ai pas beaucoup de poitrine, donc très vite on verrait ma poitrine si jamais les bretelles étaient trop longues. Donc je ne l'ai pas encore porté, puisque j'ai pas eu l'occasion de le faire, donc je vous dirai ça la saison prochaine. Peut-être je vous le montrerai porté en situation sur l'été prochain, dans une vidéo prochaine. Et donc je vais vous dire ce que j'ai utilisé comme fil pour le réaliser. J'ai utilisé un mélange de coton et de viscose, je ne vais pas dire de bêtises, de chez Katia, je vais vous dire ça, je reprends mes notes. Oui, c'est le... Oh non, pas du tout, c'est le Tencel coton de chez Katia, donc qui est un mélange Tencel et coton, coloris 12, qui est ce vert très vif. J'avoue que je sors un peu de ma zone de confort, moi qui ai l'habitude de tricoter toujours des tons plutôt autour du rose ou des corails, voilà, ça va être plus dans mes coloris. Là je suis vraiment partie sur un vert très printanier, mais je regrette pas du tout, je le trouve très sympa ce vert. Donc là il est un petit peu un peu trop blanc, voilà, ça c'est la vraie, voilà, je suis en train de perdre tout, ça c'est la vraie couleur, elle est plus comme ça, vous voyez, il y a plus d'intensité. Là, il est trop surexposé. Là, on est juste au niveau de la couleur. Très sympa, très facile très rapide à faire. Voilà, je vous mettrai, mais ça je vous remettrai toutes ces notes que j'ai prises là. Si vous voulez faire une capture d'écran, ça ne me dérange pas. Si vous arrivez à me comprendre et à me lire, ça ne m'ennuie pas du tout. Donc là, vous avez le petit schéma et j'explique étape par étape comment j'ai procédé. Mais ça, vous le retrouverez sur ma page Ravelry. J'ai terminé avec les ouvrage finis de cet été. Je vais donc vous présenter les encours du moment. Les encours actifs de cette période. J'ai repris dès que les grosses chaleurs ont été terminées, hein, puisqu'on a encore eu un épisode de chaleur en août, mais à partir de fin août, on a eu quand même un air plus frais et en tout cas une possibilité de revenir plus facilement à des matières animales. J'ai quitté mes fils d'été pour revenir sur des matières animales sans trop de difficultés, et donc j'ai décidé de reprendre le Ship Sweater de Rosa Pomar, qui est ce fameux pullover dont je vais mettre une photo également ici, où elle fait courir tout plein de moutons qui sont en train de brouter dans les prés avec quelques petits agneaux. Et j'avais complètement craqué quand j'avais vu ce modèle quand elle l'a sorti.
Chanceuse que je suis, comme je suis pas très loin de chez Lanae Tricot, elle a proposé des kits, j'ai vu, j'ai vu les laines et je me suis dit allez je prends le kit qu'elle propose avec les laines de chez Rosa Pomar et je me suis dit je vais participer. Ils organisent d'ailleurs un petit cal autour, pas un petit cal, un cal autour de ce modèle là. Et on était motivés, Anna le montait, Juliette, sa vendeuse, le montait également. Et là, je me suis dit, eh ben on y va. D'ailleurs, je sais pas si Juliette me regarde, mais en tout cas, je lui dis merci parce qu'elle m'a beaucoup aidée dans la compréhension du patron et à éviter de tomber dans certains écueils sur la lecture des diagrammes. Vous avez expliqué un petit peu la dernière fois, j'avais fait mon échantillon, je savais exactement ce que je devais utiliser comme aiguille. Donc je tricote les côtes en 3 mm et les côtes en 2,5 mm et le corps en 3 mm. Donc c'est vraiment un fil assez fin que j'utilise parce que c'est rare que je tricote du jacquard en 3 mm. Mais moi ça me permet d'avoir l'échantillon de 28 mailles que propose Rosa Pomar dans son patron. Et comme c'est un pull très fin, avec du jacquard intégral, des sticks de partout, pas de pression, je me suis dit je prends ça comme un projet à long cours, tel une couverture, et je le prends comme ça régulièrement, un peu tous les jours, avec comme objectif de faire une frise de mouton par mois. Donc, je pensais faire ma première frise de mouton pour le mois de septembre, et en fait comme en août, il a refait à nouveau des températures correctes. J'ai pu faire ma première frise de mouton pour le mois d'août. Voilà. J'avais fait mes côtes, hein. Quand on s'est vu la dernière fois, j'avais fait quand même cette grande bande de côtes qui m'avait pris aussi beaucoup de temps. La seule chose d'ailleurs que j'ai fait par rapport au patron, c'est que j'ai pas fermé en rond tout de suite, parce qu'il y a énormément de mailles. Moi, il n'y a rien de tel pour que je twiste mon tricot. Donc j'aime bien tricoter mes 2-3 premiers rangs à plat, donc ça fait une petite ouverture en bas, mais c'est vraiment rien du tout. Il suffit que je fasse 2 points à la fin du tricot et ça ne se verra plus. Mais moi, ça m'évite de twister mes mailles et me retrouver avec un Möbius au lieu d'avoir un tube pour le tricoter. Et là, j'ai commencé ma frise du mois de septembre. Donc, il faut que je termine. Hein. Il me reste encore quelques jours pour arriver à terminer mes moutons du mois de septembre. Je pense que je devrais y arriver. Mais je prends beaucoup de plaisir en fait à réaliser cet ouvrage. C'est bon bah alors après le plus difficile c'est de mettre en place la première ligne, le premier rang de jacquard à chaque fois parce que c'est la mise en place du motif, donc là il faut vraiment pas se tromper. Mais après moi comme j'arrive très très bien à me repérer dans mon jacquard, pas tant en me racontant la petite musique mais plus en voyant ce que j'ai fait sur le rang précédent, ce qui me permet de monter, de bien placer mes mailles et mes couleurs au bon endroit. Donc pour moi le plus difficile c'est ça, c'est vraiment de faire le premier rang de chaque diagramme. Alors par contre le diagramme c'est pas, il y a deux frises, c'est les mêmes frises mais elles sont pas dans le même rythme. Je peux pas vous montrer les grilles mais je sais pas si vous commencez à voir là sur mon modèle. Vous voyez qu'il y a un petit décalage. Là on le voit d'ailleurs, on voit qu'il y a une grande brebis et en dessous son petit agneau. C'est juste que les bandes sont décalées, donc il n'y a que 2 bandes et on alterne les bandes. Moi j'ai décidé de faire la version moyenne, médium, ou qui n'est pas raccourcie mais qui n'est pas longue non plus. Et je sais que je dois répéter la grille A, B, A, B, je crois, quelque chose comme ça, ou B, A, B, A, enfin je sais plus. Mais en tout cas j'ai 4 grilles de répétition, enfin 4... motifs à répéter en hauteur avant d'attaquer la mise en place des sticks pour les manches et de faire l'empiècement haut. Donc j'ai encore un petit temps avant d'en arriver là. Si j'arrive à la fin de l'année pour arriver justement au stick et à l'empiècement haut, j'en serais très contente. Le but du jeu c'est pas du tout d'avoir un pullover pour l'automne de cette année mais pour l'automne de l'année prochaine. Juste pour rappel, je le tricote donc avec les laines qui sont recommandées par le patron et qui étaient proposées dans le kit par Lanae. C'est la qualité Pegoulal de chez Rosa Pomar dans le coloris 20 qui sont tous les deux des coloris naturels en vrai. Hein. Coloris 20 pour le coloris principal et coloris 01 pour le contrastant. C'est un fil qui est très fin, qui ressemble un peu au fil Shetland. Voilà, qui sont un peu retordis, c'est un 2 brins, de la même manière.
et qui bien sûr sont très rustiques. Là on est vraiment sur de la brebis espagnole, c'est très rustique, c'est pas piquant. J'ai pas le sentiment que c'est piquant, mais c'est rêche. C'est rêche et sec. À voir avec le lavage et le porté ce que ça va donner. Je crois qu'on gagne quand même un peu, parce que j'ai vu sur mon échantillon, bah voilà, on les voit là, les deux grilles qui se l'une sur l'autre. C'est très... déjà ça s'assouplit et ça gonfle énormément. C'est un fil qui va énormément prendre sa place au moment du blocage, donc il va bien remplir la maille. C'est le fil idéal en fait pour faire du jacquard. C'est pour ça que je vous dis, quand ça me fait penser au fil Shetland, c'est vraiment la même impression. Donc c'est vraiment un pur bonheur pour faire du jacquard. Et alors ça va pas être super doux, mais déjà c'est beaucoup moins rêche, beaucoup plus. Je pense que c'est possible de le porter à même la peau. En tout cas pour moi qui suis pas trop sensible, même si j'ai l'impression que je le deviens de plus en plus, ça peut s'envisager parce que justement il a cette particularité de bien changer au moment du lavage et du blocage. Voilà pour ce premier en cours qui est le Chip Sweater de Rosa Pomar. Mon deuxième en cours il est un peu particulier, alors là j'ai pas forcément pris beaucoup de notes pour l'instant parce que c'est un modèle que je crée intégralement pour mon amoureux, pour mon homme, et c'est son premier pull que je lui tricote. Je lui ai jamais tricoté de pullover. Et comme j'aime bien les challenges et les défis, je me suis dit bah, pourquoi pas lui créer un modèle sur mesure plutôt que de prendre un modèle déjà existant. Quelle drôle d'idée. J'ai donc décidé de lui créer un pullover alors je vous montre rapidement le petit schéma que j'ai fait, ça vous donnera peut-être une idée de ce vers quoi je veux aller. C'est un pullover que je vais tricoter du haut vers le bas avec des manches raglants, tout en jersey, sauf sur l'empiècement haut, que ce soit sur le devant et le dos, que je vais faire dans un motif texturé. Comme c'est un premier pullover et que je n'avais pas envie d'y passer des plombs, je n'ai pas voulu le tricoter en laine trop fine. Alors, il n'est pas très large mon mari, mais il est plutôt grand et fin, donc il faut quand même de la longueur au niveau du pull. Surtout qu'il voulait quand même un pull qui ait un peu d'aisance, il voulait pas quelque chose qui soit trop ajusté. Donc aiguille 4 c'est bien, et j'ai décidé de le tricoter dans une qualité DK Worsted. Je sais pas si je vous en avais pas déjà parlé. J'avais trouvé l'année dernière la filature Fonti, donc la filature de Runia je crois, dans la Creuse, que j'ai visité lors de mon séjour à Felletin pour le festival la fête de la laine en octobre 2024, dont les fils qui ont des défauts et qui sont déstockés par la filature, il y avait cette qualité là qu'avec Anna on a tout de suite reconnu, hein. Surtout Anna, parce qu'elle connaît très bien les fils qu'elle vend. En fait la filature Fonti est la filature qui file et teint les fils pour la marque d'Herrero Natura. Je sais plus dans quelle, ça correspond à une de leurs qualités de film, je sais plus laquelle, et là vraiment il déstockait une grosse quantité qui correspond à une quantité pull, soit grande taille soit pour homme, avec le défaut qu'elle a, c'était écrit sur le paquet, qu'il peut y avoir des moments où le filage n'est pas régulier, et en effet il y a des moments, mais c'est pas m'est pas arrivé sur la première, ça m'est arrivé pour l'instant que sur une pelote. C'est des pelotes de 100 grammes où il y a un peu de fil plus épais à un endroit, ça fait comme un amas, comme une bourre de fil sur quelques centimètres. Dans ce cas-là, ce que je fais, je coupe avant, après et je recommence, hein. C'est vraiment pas un problème. D'autant que j'adore ce coloris qui est le coloris Tempête. Enfin, je l'ai reconnu en tant que tel. Alors, ouais, là c'est le Tempête. Donc, qui est un bleu très profond, un bleu nuit. Et je me suis dit, bah ça c'est un coloris qui est parfait pour mon mari, puisque c'est un basique facile à associer avec sa garde-robe, donc je prends pas trop de risques au niveau de la couleur. J'ai échantillonné en rond le jersey pour avoir mon échantillon indispensable quand on fait un pull sur mesure, et puis après j'ai échantillonné aussi plusieurs textures. Voilà, j'avais fait je sais pas si vous allez arriver à bien voir, voilà, des textures de points différentes.
qui sont plutôt, alors là il y avait du point andalou double, des côtes brisées. Et finalement, je crois que ouais, c'est celui-là qui l'a retenu. Donc je lui ai demandé, je lui ai fait plusieurs échantillons, c'est lui qui a choisi. Ça, c'est ce qu'on appelle le pointe clay, qui est aussi une côte brisée, mais qui n'est pas sur le même rythme de la côte brisée classique. Qui fait qu'on vient casser des côtes une, tous les 3 rangs avec une barre de point mousse. Voilà. C'est vraiment pas compliqué, mais ça a un très joli rendu au niveau de la texture. J'ai pris ces mesures, ce qui explique pourquoi sur le schéma que je vous ai montré, vous avez les mesures dans tous les sens. J'ai repris mon beau tableau Excel que j'utilise pour faire les gradations d'habitude pour mes patrons et j'ai rentré en fonction de l'échantillon toutes les données dont j'avais besoin pour faire une construction de pull en manche raglan. Et je suis partie sur le tricot de ce pull au vert. Sauf que j'ai fait un essayage au bout d'un certain moment de l'empiècement. Voilà. Et vous voyez qu'il est plus sur mes aiguilles. Donc c'est que ça ne me convenait pas. En fait non, ça ne me convenait pas parce que les raglans étaient beaucoup trop éloignés. En fait au lieu d'être bien ajustés ici au niveau de l'intersection, enfin de l'articulation de l'épaule, ils partaient vraiment trop sur le bras. Vous voyez, ils avaient tendance à partir comme ça. Donc ça voulait dire que j'avais prévu trop de mailles. Soit j'avais pas prévu assez de mailles sur les épaules, soit j'avais prévu trop de mailles sur le... En fait la répartition épaule-maille de devant était pas bonne, puisque j'avais trop de mailles sur mon devant et ça faisait partir les raglans sur l'extérieur. Donc j'ai fait le choix de recommencer en diminuant le nombre de mailles pour mon devant, ce qui allait resserrer les raglans sur l'intérieur. Et en même temps j'ai décidé, parce que là j'avais fait un raglan simple, d'une seule maille. Je trouve que finalement ça va bien pour des modèles féminins, mais c'est peut-être plus sympa d'avoir des raglans un peu plus épais sur un modèle homme. Donc je vous montre la texture, je l'ai bien faite sur l'avant et sur le dos. Sauf que là quand j'ai créé des rangs raccourcis, je n'ai pas maintenu le dessin, vous voyez, sur le modèle texturé. Donc là quand j'ai recommencé, j'ai décidé que je pouvais faire un petit effort, hein, mon mari mérite bien ça, et que je travaille les rangs raccourcis directement dans le motif. Ce qui n'est pas très compliqué puisque c'est un système de maille endroit, maille envers. C'est comme si on créait des rangs raccourcis dans des côtes en fait. Donc c'est pas sorcier. J'ai recommencé. J'ai refait mes petits calculs. Bon, je sais pas, au niveau des calculs, ça n'a pas modifié grand chose. Hein, donc ça va. Puis bon, vu que c'est rentré dans mon tableau Excel, ça se refait un peu automatiquement après quand il est paramétré. Donc je viens juste de recommencer. Donc là, j'ai pas fait énormément. Donc voilà. Et là, j'ai fait attention sur le devant, vous voyez les rangs raccourcis, on a bien le motif qui est continué. Il n'est pas interrompu, il n'y a pas du jersey qui vient se coller sur le devant. Et là, il faut que je continue un peu, donc là, parce que pour l'instant, tant que je le place, comme au tout début, c'est assez bien placé, mais il faut que je vois si avec mes ratios d'augmentation, ça continue bien et que mes raglans se positionnent au bon endroit. Je suis désolée, nous avons été interrompus par une panne de batterie, donc j'espère que je vais pouvoir reprendre le fil sans trop de confusion. Je ne sais plus où j'en étais, j'étais en train de vous montrer le nouveau départ du pull pour mon amoureux. Donc je vous disais que j'avais pu faire attention à la continuité du motif avec le placement des rangs raccourcis pour créer l'encolure devant. Et j'ai également mis 2 mailles pour construire mon raglan. Voilà, ce qui sera un peu plus visible et ce qui va aussi compenser le fait que les raglans partent trop sur l'extérieur, puisque plus on fait un raglan large, plus il va venir prendre de la place là où il faut qu'il prenne la place. Donc c'est plus facile en fait de faire des raglans larges que des raglans fins. Sinon, donc en termes de construction, comment je vais m'y prendre? C'est un classique tom down, donc j'ai créé d'abord l'encolure, j'ai fait quelques rangs raccourcis pour creuser un petit peu le devant. Je suis pas très contente de ce que j'ai fait, mais c'est pas grave, on va continuer puisque je vais pas recommencer sans arrêt. L'encolure est un peu trop, j'ai mis trop d'écart entre
les mailles entre les rangs raccourcis, d'écart de mailles entre les rangs raccourcis, ce qui fait qu'il y a peu de place au niveau du bas de l'encolure, ce qui fait qu'il va avoir une encolure qui est légèrement en V au lieu d'être très arrondie. Voilà, donc ça je pense que de toute façon c'était vraiment pour dégager légèrement, puisque de toute manière il aime bien que le pull, son col arrive par-dessus son t-shirt qu'il peut mettre dessous. Donc là il n'y a pas besoin d'avoir une encolure très dégagée, l'important c'est ça, il ne va pas le monter comme un col montant. Je vais donc continuer à construire mes raglans pour créer l'empiècement haut, puis ensuite je vais mettre mes mailles en attente pour les manches. Je vais venir relever quelques mailles sous les emmanchures au niveau des aisselles et rejoindre en rond pour tricoter tout le corps qui lui sera tout en jersey. Comme j'avais prévu sur mon schéma, et quand j'aurai terminé le corps, je vais finir avec des petites côtes. Je pense que je vais faire des côtes une que je vais tricoter sur l'envers pour avoir une belle régularité de côte. Puis je vais venir reprendre le col, l'encolure pardon, pour monter les mailles du col et faire pareil, un col avec le même type de côte. Il me restera à récupérer les manches que j'aurai mises en attente pour les tricoter en Magic Loop tout en jersey, puisque les manches elles sont toutes en jersey, et pareil finir avec un bord côte sur le poignet dans les mêmes côtes. Oui, j'avais noté, j'ai prévu 6 cm de bord côte, que ce soit pour le bas ou pour les manches. Pour le col, je ne sais pas encore. Je vais voir avec lui s'il a envie. Je pense qu'en le passant, en l'essayant. En fait, moi j'aime bien ne pas tricoter le col dès le départ parce que ça me laisse plus de loisir pour l'adapter par rapport à la morphologie finale, notamment si je veux resserrer ou pas l'encolure, si je trouve qu'elle n'est pas assez resserrée, donc ça me permet toujours sur le ratio du relevage de mailles de voir comment je veux procéder. Je pense que je vais quand même changer de taille d'aiguille, donc de toute manière il va se resserrer un peu, et c'est surtout que ça va aussi relever, donc je fais ce col avant de faire les manches parce que ça va relever légèrement, ça va tirer les épaules vers le haut, donc ça va me permettre après d'ajuster la longueur de manche correctement. Et ça ne me pose pas de problème au niveau du rabat, parce que j'ai pas de problème de rabat élastique, j'arrive toujours à avoir un rabat assez souple. Et là, comme je vais faire des côtes une, je vais faire tous mes rabats en finition tubulaire à l'italienne. Donc ce qui me laissera quand même un rabat assez élastique pour qu'il puisse passer la tête sans problème. Donc ça ne me dérange pas de faire le col après et pas tout de suite dès le départ de mon pull, pour justement me garder des solutions d'ajustement au niveau des finitions. C'est pareil, je vais créer une fiche Ravelry où je vais expliquer un petit peu la méthode que j'ai utilisée pour faire ce pull, mais je ne vais pas en faire un patron parce que je me sens pas dégradée. J'ai pas du tout les tailles de masculine, autant je m'étais arrivée à me créer ma propre échelle de taille pour les modèles féminins, mais autant je ne l'ai pas pour les tailles masculines et j'ai pas forcément envie de me relancer là-dedans. Donc là je le fais pour faire plaisir à mon homme. Je dis pas que les prochains ouvrages que je ferai pour lui, je ne suivrai pas cette fois-ci un modèle. Là c'était vraiment juste pour m'amuser et puis pour essayer de correspondre un petit peu à ce qu'il avait envie que je fasse pour lui. Donc à suivre, j'espère sincèrement arriver à le terminer pour Noël. Voilà, c'est un peu mon objectif, donc ça va vraiment être un tricot automnal qui va m'accompagner tout le long de cette saison. Et croisons les doigts pour que le prochain podcast du solstice d'hiver, je puisse vous le montrer terminé. Sinon, j'ai un troisième ouvrage qui est en cours de tricot en ce moment dans mes sacs à projet. Cette fois-ci, il s'agit d'un pull que j'ai moi-même designé. C'est le modèle Catherine. Alors, pareil, je vais vous remettre une petite image ici. Il s'agit d'un pull en jacquard, donc construction en manche tombante, top down en manche tombante, avec une grande place jacquard de là jusque là qui fait tout le corps du pullover. C'est un pullover que j'avais créé à partir d'un motif inspiré des broderies qu'on trouve
en République tchèque, puisque moi je suis d'origine tchèque de la part de ma grand-mère maternelle, du côté de ma grand-mère maternelle. Et j'avais toujours vu qu'il y avait des très très belles broderies au point de croix, notamment, hein, pas que dans le folklore tchèque, mais là plus pour ce qui concerne les tissus d'ameublement et de décoration de la maison, moins pour ce qui concerne les vêtements, où là on a des broderies qui sont des broderies plus classiques, traditionnelles, avec des grands motifs fleuris. Là c'est des motifs géométriques qu'on a tendance à retrouver sur des galons, sur des rideaux, sur des nappes. Voilà, c'est plus dans la décoration d'intérieur, et je m'étais inspirée de ces motifs là pour créer le dessin de jacquard. Et là j'ai décidé donc de me retricoter ce pullover là, parce que la première version que j'ai tricotée, je la trouve un peu petite. Je pense que ça vient du choix de laine que j'avais fait. C'était un choix de laine que avait proposé The Woolly Skin passé un temps, il y a un bon moment maintenant, et qui était une laine d'origine paysanne française qui mélangeait, je ne vais pas dire de bêtises, mais du mérinos avec une brebis romane, je crois, je sais plus. Bref, c'était quand même une laine assez rustique, et que j'ai tricoté, je pense, trop dense pour faire ce modèle, et qui au fil des lavages, c'est un petit peu, j'ai pas feutré, mais c'est quand même resserré, c'est pas détendu, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et je trouve pour moi il manque un peu de souplesse, et il manque un peu d'aisance, surtout au niveau des bras. C'est ce que je vais vous expliquer. Donc là cette fois-ci j'avais dans mon stock, j'avais acheté pareil chez Lanae lors d'un anniversaire de la boutique, une qualité de fil espagnol cette fois-ci, qui vient de la ferme El Robledal de la Santa, qui est une ferme qui élève donc ce sont deux éleveurs, un couple d'éleveurs qui élèvent des chèvres mohair, qui sont absolument magnifiques. Je vous conseille d'aller rendre visite, d'aller sur leur site pour voir les jolies chèvres angora qu'ils élèvent. Et là, ils avaient sorti cette année-là, je ne sais pas s'ils font toujours cette qualité de fil, j'avoue, je ne suis pas allée voir, ce qui s'appelle le Moherino, et qui mélange 50% de mérino espagnol et 50% de leur mohair, de leur brebis. Donc c'était une toute petite quantité qu'ils avaient fait filer en Espagne, et je ne crois pas dire de bêtises. Je crois qu'il avait fait filer à la filature Wool Dreamers, donc vous connaissez sûrement. Et cette filature, si je me demande, c'est pas eux qui ont fourni justement le mérinos pour créer ce fil un peu exceptionnel. C'est un fil qui est fin, qui est de calibre fingering, puisqu'il y a 400 mètres pour 100 grammes, mais qui est très versatile. C'est-à-dire qu'il peut être tricoté des aiguilles 2,75 aux aiguilles 4 mm. C'est parce que c'est un fil qui offre énormément de gonflant. À la fois parce que c'est du mérinos non superwash, mais aussi parce que le mohair, vous savez, a cette particularité d'avoir des fibres très fluffy, et de occuper l'espace qu'on va lui donner dans la maille. Donc ça tout de suite peut avoir des tissus qui fonctionnent, même si on les déjauge un peu. Voilà, même si on a un fil fingering et qu'on le tricote en aiguille 4, ça fonctionne, puisque les fibres de mohair vont venir remplir l'espace qu'on a créé dans la maille. La seule différence, c'est qu'on va avoir des drapés différents sur le rendu du tricot. Moi j'ai décidé de rester quand même dans un échantillon qui est proche de celui du modèle que j'avais designé, c'est-à-dire, je reprends mes notes, pas pour vous dire des bêtises cette fois-ci, c'est un échantillon de 20, oui, qui est assez proche, je crois que c'est dans mon modèle c'est un échantillon de 26 mailles, bonne question, ou 24 mailles. Ah, bref, moi j'obtiens 25 mailles, mais je ne sais plus si j'en ai une de maille de plus ou une maille de moins par rapport au modèle original. J'ai fait, comme j'avais fait la première fois sur ce pullover, j'ai bien fait attention à faire des échantillons pour chaque partie du corps, parce que je me connais.
Comme c'est un modèle qui a une construction à manches tombantes et qui se tricote du haut vers le bas, ce que je vous expliquais tout à l'heure, qui est pour le outline tee, qui finalement n'est pas comme ça, hein, puisque le outline tee, lui, est tricoté du bas vers le haut. Là, le Catherine pullover, il est vraiment tricoté en top-down. Donc ce qui fait qu'on va tricoter les pièces d'empiècement haut d'abord en aller-retour, puis après on va les rejoindre en rond au niveau de l'emmanchure. Je recommande donc de faire un montage provisoire au crochet pour commencer à faire le premier demi-devant. Moi j'ai changé, j'ai décidé de faire un montage sur câble parce que je trouve que finalement c'est assez commode, et puis aussi pour changer, pour voir si ça peut fonctionner aussi sur ce modèle. Donc moi j'y suis arrivée, j'ai suivi le tutoriel de Clos Tricot, je crois, qui le propose, et je crois qu'il y a une autre vidéo qui est très bien aussi, mais je me souviens plus qui c'était. Est-ce que c'est pas Stéphaline? Bon, il me semble qu'il y a aussi le Style Knitting qui a fait une vidéo tutoriel sur le montage provisoire. Donc ça c'est pas mal, où elle monte les deux justement, et à la fois au crochet et à la fois sur câble. Peu importe, mais en tout cas c'est possible de faire le montage sur câble pour ce modèle, ça fonctionne également. Donc on vient commencer à faire un premier demi-devant où on forme l'encolure, on fait le deuxième demi-devant où on forme la colure, on rejoint les deux demi-devants au niveau du décolleté, puis on continue à tricoter jusqu'à obtenir la hauteur d'emmanchure souhaitée. Pour ma part, justement, pour pas retomber dans les écueils de la première fois et que je trouvais que la manche était trop fitée et qu'il n'y avait pas assez d'espace au niveau de l'emmanchure, puisque comme c'est une manche tombante, elle est déportée, elle va arriver à peu près par ici. Donc elle va arriver au niveau de mon biceps, là où mon bras est le plus fort. Donc c'est là où j'ai besoin d'avoir des l'aisance en vrai. Donc là, sur ma nouvelle version, que je vous montre quand même, après je vous parlerai des couleurs que j'ai choisies, j'ai augmenté l'emmanchure d'1 cm. Ça fait que ça me fait monter d'une taille, c'est-à-dire que j'ai quand même gardé la taille que je voulais tricoter par rapport à mon échantillon. Je tricote la taille 36, qui est la deuxième taille du patron. Et j'ai par contre fait la hauteur d'emmanchure pour la taille 38, qui est la taille au-dessus. Ça ne change rien. La seule chose qu'il va falloir faire attention, c'est qu'au moment de tricoter les manches, je choisirai la taille 38 pour adapter et pas me faire avoir. Mais par contre, il n'y a pas de souci, je peux continuer à tricoter le corps dans la taille que j'ai choisie, ça n'a pas d'importance. Donc je vous disais que comme je le recommande sur le patron, il y a plusieurs passages dans ce design. Tout d'abord la partie en aller-retour, puisqu'on fait le demi-devant, les deux demi-devants, les rejoint en rond, on est toujours à plat. Le dos, on reprend du coup le montage provisoire ici. Vous allez voir en effet sur les épaules. Là on voit très bien, parce que comme il n'est pas bloqué, on voit encore les traces. Donc on voit la trace, mais en fait on voit juste la trace. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une continuité avec le montage provisoire. Et on voit les traces des rangs raccourcis, puisqu'il y a quelques rangs raccourcis pour créer la pente d'épaule. Là aussi, pour le dos, on est en aller-retour. Donc là, je viens juste de finir l'empiècement haut en aller-retour. Je viens de joindre en rond et je vais commencer seulement le motif de jacquard en circulaire. J'ai fait donc un premier échantillon à plat pour voir quelle était la taille d'aiguille qui allait me permettre de me rapprocher le plus possible de l'échantillon recommandé dans le modèle. J'ai ensuite fait un échantillon de jersey en circulaire. Pareil, parce que moi j'ai une petite différence quand je tricote en aller-retour et quand je tricote en circulaire. Et j'ai encore une plus grosse différence quand je tricote en magic loop. Donc là je sais que je vais aussi encore devoir changer d'aiguille par rapport pour garder tout le long la bonne taille de la maille. Puis ensuite j'ai fait un échantillon du jacquard, ce qui vous permet de voir justement le choix de mes couleurs. Et là, pareil, je l'ai fait en circulaire pour bien avoir la bonne taille de maille. Et j'ai à chaque fois changé et adapté ma taille d'aiguille. Ce qui fait qu'en résumé, j'ai tricoté la partie empiècement haut en aller-retour en jersey en aiguille numéro 3. Puis je suis passée en aiguille 3.25 pour faire la partie jersey en circulaire. Et là, je viens de changer en aiguille 3.5 pour commencer mon jacquard.
puisque la première partie de mon jacquard, d'ailleurs on voit là, j'ai pas changé d'aiguille. Je suis beaucoup plus souple sur la première partie du jacquard où il y a des fils tendus qui sont beaucoup plus longs puisqu'il y a beaucoup d'espace entre les motifs. Les motifs ne sont pas collés les uns aux autres. D'ailleurs, je recommande dans le modèle de bien croiser les fils toutes les 5 mailles pour ne pas avoir des fils flottants trop longs, mais après vous faites bien comme vous voulez. Et par contre, plus on va avoir des motifs qui se rapprochent ici, où les mailles vont changer très très vite, plus ça se resserre un peu. Donc là à nouveau j'ai besoin de changer de taille d'aiguille et je passe là de 3,5 à 3,75 pour vraiment garder la même régularité de jacquard tout le long et pour éviter ce resserrement que je vais avoir à cet endroit là. D'ailleurs ce que j'ai un peu sur la première version de mon modèle et donc je voudrais l'éviter sur cette deuxième version justement en venant changer d'aiguille. Donc je vais utiliser 4 diamètres d'aiguille pour être sûre de garder tout le long mon jersey bien régulier, ma taille d'aiguille bien régulière. Puis je sais que quand je vais tricoter aussi mes manches en Magic Loop, en jersey sur les manches tout simple, au lieu de tricoter en 3,25 comme je l'aurais fait sur le corps en jersey tout simple, là je vais encore monter, je vais tricoter mes manches en 3,5 mm pour être sûre aussi de garder toujours la même taille de maille. C'est un peu, ça peut vous paraître comme ça, un peu technique, mais en fait c'est juste une histoire d'adapter son diamètre d'aiguille pour garder tout le temps le même échantillon, c'est-à-dire la même taille de maille partout et une régularité, pas avoir un endroit où le tissu va être plus transparent que l'autre. L'avantage, c'est ce tissu, au pré-lavage, ça fait un peu comme je vous disais tout à l'heure avec le tissu rustique de Rosa Pomar, la Pegoulal, je sais jamais comment on dit, Pegoulal, et la fibre de mohair qui est là à l'intérieur va venir remplir, s'accrocher aux autres fibres, ce qui fait qu'on va avoir un tissu qui va très vite remplir tous les espaces et régulariser notre jacquard au blocage. Par contre, voilà, il a cet avantage de rester quand même plutôt drapé et souple par rapport à celui que j'ai utilisé la première fois qui était beaucoup plus rustique et donc où on perd cette qualité où le tissu se tient très très bien, donc ce qui est une bonne qualité quand par exemple on veut faire des pullovers qui sont longs, qui ont besoin de structure. Là on va utiliser ce type de fibre, mais là je voulais quelque chose qui est plutôt cet esprit là, beaucoup plus drapé, beaucoup plus souple. Il n'est pas ultra doux, voilà, c'est pas un mohair, Merino mohair qui est ultra doux, qui reste quand même assez rustique, parce qu'il n'y a pas de soie. En fait, c'est pas comme quand on tricote et un mélange d'un côté d'un fil fingering avec un fil de mohair soie. Ce qui est doux dans le mohair soie, c'est la soie, hein. C'est pas le mohair. D'ailleurs, les gens qui ont du mal à supporter le mohair, là ça va être plus difficile parce qu'on va garder ce côté mohair qui peut être le plus chatouillant et dérangeant pour les personnes qui ont du mal à le supporter. Ça peut paraître un peu piquant ou en tout cas ça peut... moi c'est pas que ça me pique, ça me fait un peu comme des guillis et donc ça va finir par me démanger. Mais voilà, après je tolère quand même plutôt bien le mohair. Donc là voilà, je viens de faire la première partie, donc je tricote très tranquillement, il n'y a pas d'urgence non plus sur ça. Vous connaissez hein, ma vision et mon approche du tricot, c'est lentement mais sûrement, hein, qui va piano va sano. Je fais pas une course à obtenir absolument ces pièces là pour cet automne, même si ça va être le cas, je sais que je les aurai, mais c'est pas un objectif en soi. L'objectif c'est de prendre du plaisir à tricoter de très belles laines et des nouveaux coloris. Donc juste en parlant de coloris, est-ce que j'ai noté dans mon carnet? Mais au moins je les ai sur les étiquettes. Non, parce que j'ai pas noté, je sais plus lequel est lequel. Je ne vais pas dire de bêtises, je crois que le coloris principal, hein, qui est le vieux rose foncé, comme ça, qui tire un peu vers le violet, c'est Bettelina. Et le rose pâle, comme celui-ci, un peu nude, c'est Tina. Je pense que les coloris, c'est des coloris qu'ils font encore, puisque c'est un des deux propriétaires de la ferme qui teint les laines. Hein, je ne vous l'ai pas dit non plus, mais c'est des fils qui sont teints à la main de manière artisanale. Et je crois que c'est des coloris qui continuent à faire peut-être sur d'autres qualités.
Je propose sur ma page Patreon tout le processus, toute ma réflexion de savoir pourquoi j'ai voulu tricoter ce modèle, refaire en fait un prototype, un sample d'un de mes modèles. C'est parce que j'avais envie de le faire revivre un peu. Pourquoi j'ai choisi ce fil là, il se trouve que je l'avais dans mon stage, mais pourquoi il me paraissait convenir par rapport au modèle, et le choix de la taille, puisque je n'étais pas du tout garantie d'avoir le même échantillon et que ça ne devait pas être pour moi un obstacle. Et notamment, ça peut peut-être vous aider quand vous savez pas, vous ne savez pas, vous ne trouvez pas, puisque la laine que j'ai fait dans le sample original, dans le prototype, n'existe plus, elle est discontinuée, donc Bliskin ne la fait plus puisque c'était une toute petite production aussi, et vous montrer que ça ne doit pas être un obstacle. Et comment on peut substituer une laine à une autre. Et ben là, je l'explique à mes abonnés Patreon. Je fais des vidéos tous les mois, donc là c'est sur la version payante de mon Patreon, où j'explique un peu tout le processus, les calculs, comment on peut faire les calculs, et pourquoi telle laine pourrait aussi convenir pour le modèle, puisqu'elle a telle ou telle qualité qui peut convenir sur le modèle. Et même si je choisis une qualité qui est très différente, quel effet et quelle propriété le vêtement va obtenir quand on choisit une laine qui est différente de ce qui est recommandé dans le patron. Donc voilà, tout ça je l'explique un peu mieux pendant ces vidéos, parce que là je peux pas, sinon je vais commencer à m'étaler et la vidéo va durer une éternité. Et ben je crois que je suis arrivée au bout de ces encours. Je ne vous cache pas que c'est un peu difficile de filmer cet épisode, et puisque j'ai été interrompue à la fois par une batterie, après par un manque d'espace sur la carte, tout va bien. Mais on arrive au bout, je vais donc terminer et conclure cet épisode avec la partie blabla, et je vais vous parler un peu de mes actualités, mais aussi de ce que je fais en tant qu'artiste en art textile. J'ai cet été profité d'un temps de congés, de vacances pour partir dans les Alpes. Je suis notamment allée du côté de la vallée de la Clarée et également dans le Vercors, donc j'étais pas très loin de chez moi, ce qui m'a permis de faire tout un travail d'inspiration. J'ai fait beaucoup de randonnées, en fait, c'était important, j'avais envie de ça cette année, les conditions climatiques l'ont permis, et lors de mes balades je me suis un peu exercer à essayer de faire un maximum de croquis de paysages en situation naturelle, c'est-à-dire vraiment à me poser dans le paysage et à croquer les montagnes autour de moi, et en essayant de trouver les bonnes couleurs, mais aussi le travail des ombres, et l'objectif en fait de tout ça est d'arriver à trouver un trait de crayon que je pourrais arriver à reproduire au feutrage à l'aiguille, puisque mon envie était de créer, mon objectif de cet été était de créer des tableaux au feutrage à l'aiguille, avec plutôt des formats 40-60, ce que j'ai fait tout au long de l'été. Je vais vous montrer rapidement quelques photos par ici pour vous montrer un petit peu les œuvres que j'ai créées. J'ai travaillé notamment sur le thème de la prairie fleurie, puisque c'est quelque chose qui me parle beaucoup dans mon intention d'artiste, puisque je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit ici, mais je travaille sur le sentiment de solastalgie face à la perte de la saisonnalité confrontée au changement climatique, en tout cas comment nos saisons sont en train de se modifier dans nos zones tempérées, et qu'est-ce qu'on ressent en fait, quelle est plutôt l'émotion qu'on ressent face au fait que les épisodes de forte chaleur font en sorte que ça vienne perturber notamment la floraison, l'état des arbres, donc l'aspect visuel et paysager autour de nous. Et ça, j'essaye de le retranscrire à travers notamment mes tableaux en feutrage à l'aiguille, donc que j'appelle aussi parfois de la peinture à la laine. Là, j'ai travaillé de manière différente cette fois-ci. J'ai cherché à voir comment je pouvais illustrer, enfin pas illustrer justement, dessiner à ma façon les paysages de prairies fleuries, et avec une approche différente d'application de la fibre sur mes tableaux. Donc là j'ai essentiellement fait ça cet été. J'ai aussi beaucoup dessiné pour essayer de voir comment prochainement je vais travailler les paysages de montagne en été.
J'avais fait tout un travail sur l'hiver à ce sujet-là, donc que j'avais mis de côté parce que je me suis aussi rendu compte que j'aimais bien travailler dans la saisonnalité. Donc là, je suis en train de terminer un petit peu mon travail de recherche sur la saison d'été. Notamment, j'ai fait quelque chose de complètement nouveau. J'ai envie de beaucoup travailler l'idée du patchwork en art textile, alors pas en tant qu'artisanat classique de patchwork avec toute son histoire et tout ce que ça représente, mais plus comment c'est revisité par les artistes plasticiens en art contemporain. Et j'ai fabriqué toutes ces petites choses là qui mélangent des pièces en organza, voilà, qui ont la forme de... Je vais vous en prendre 3 couleurs différentes, comme ça vous donnera une idée. J'en ai même 4 couleurs différentes. Alors pas la feuille en organza en tant que telle, mais vous avez vu qu'elle est brodée tout le long avec des festons de laine. Il s'agit de laine teinte à la main qui donne cet effet à speckle. Là j'ai travaillé notamment ici, c'est ce que je viens de recevoir, j'ai commandé chez Les Petites Potions, chez Déborah ce fil dernièrement. Ici c'est un fil que j'avais en stock qui avait été teint par Cécile de La Fée Fil. Voilà, j'aime beaucoup aussi celui-ci. Ça va être des mini de chez Vilaine. Voilà. Et je vais faire une multitude de feuilles comme ça que je vais venir ensuite assembler ensemble dans une séquence un peu particulière où l'idée est de créer comme une grande voile qui pour moi représente la voile de Perséphone. Mais voilà, ça je vous le dis comme ça, je ne vais pas vous en parler plus amplement là. J'ai une page Patreon justement qui explique tout mon processus créatif. Et l'idée c'est de faire une installation assez grande où on a l'impression d'être recouvert par ce voile de Perséphone et qui représenterait comme la canopée des arbres, mais pareil avec ce sentiment qu'elle est en train de changer cette canopée puisqu'elle n'est plus aussi dense qu'avant face aux épisodes de forte chaleur et de sécheresse. Elle se modifie et elle a pour impact de faire moins d'ombre. Voilà, l'idée c'est vraiment de voir d'où le travail avec la transparence et le fait de se placer sous ce voile, qui représente en fait des feuilles transparentes, d'avoir ce sentiment d'ombrage qui disparaît au moment de l'été. Donc ça c'est un des derniers travaux que j'ai fait, que j'ai entrepris sur le thème de l'été et que je vais arrêter là pour cette année. Et j'ai transitionné tout doucement vers l'automne et j'ai repris le travail que j'ai fait l'année dernière de recherche autour d'une figure de l'automne. Donc c'est quelque chose que j'ai commencé il y a 2 ans lorsque je suis partie en retraite de création et j'avais travaillé autour cette fois-ci, donc là pour l'été je travaille autour de Perséphone et là je travaille autour d'un autre personnage et à chaque fois je me crée un personnage qui me raconte des histoires et qui me permet justement de créer mes œuvres. Et là cette fois-ci c'est la souche vieille qui est une souche comme un personnage un peu hybride entre une femme et une vieille souche d'arbre qui représente comme une femme un peu vieille, donc peut-être une sorcière, je sais pas trop quoi encore, je sais pas jusqu'où je veux faire aller l'histoire de ce personnage. Et à partir de là, j'ai cueilli l'année dernière une multitude de feuilles tombées des arbres, de feuilles d'automne, de feuilles mortes, que par un procédé dans de la glycérine j'ai stabilisé, puis ensuite fait sécher et que j'ai récupéré cette année pour faire pareil des panneaux de feuilles brodées comme ceci. Donc là vous avez une feuille sur laquelle j'ai aussi fait un traitement à la cire pour pouvoir arriver à la travailler et sur laquelle que je colle sur un textile de lin et que je viens ensuite broder pour mettre par-dessus un autre végétal. Et notamment je travaille pour l'instant sur le motif de fougère, puisque dans l'histoire de cette souche vieille, c'est comme si elle avait un grand manteau et que ce grand manteau qu'elle trimballe, puisqu'elle marche très lentement au fil de la saison de l'automne, elle file vers la vieillesse. En fait, l'idée c'est vraiment qu'elle parle de ce mouvement de la vieillesse et qu'elle embarque avec elle tous les végétaux qui sont en train
se détériorer, en fait, de repartir à la terre pour renaître ensuite. Il y a toute cette idée du cycle de la nature et elle embarque les végétaux avec elle. Et donc moi je vais essayer de reconstituer une partie de ce manteau sous la forme d'un patchwork où je vais faire donc plein de carrés de la même taille comme ça, en tissu de lin, sur lequel je vais venir à chaque fois positionner des feuilles différentes. Donc là on était sur un érable rouge. Là on est sur un autre type d'érable. Non, on n'est pas du tout sur de l'érable là. Je sais plus ce que c'est comme feuille ça. J'avoue qu'il faudrait que je refasse des recherches botaniques. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et par-dessus, je viens, là j'ai commencé la broderie, vous voyez. Après je viens mettre thermocollé derrière un autre tissu pour qu'il y ait de la tenue. Et je vais voir après, je sais pas encore si je les assemble comme tel un patchwork pour faire un grand panneau ou si je fais une installation avec les panneaux qui seront ensemble les uns à côté des autres. Je ne sais pas encore comment je vais procéder. En tout cas, c'est qu'ils ont tous des mêmes formats les uns à côté des autres avec des couleurs. Donc là, on a j'ai travaillé avec du terracotta, puis du lin naturel, mais je travaille aussi avec du kaki. Et un autre rose un peu plus pâle, ça va être parce que pour chaque... ce que j'ai compris aussi cet été en faisant mes recherches artistiques, il fallait vraiment que j'arrive à trouver ma palette de couleurs pour chaque saison, ça c'était vraiment important. Autant pour l'hiver, ça y est, c'est calé, j'ai ma palette de couleurs. Pour cet été, je ne l'ai pas encore trouvée, je suis encore en recherche. Et là pour l'automne, ça y est, en tout cas sur cette œuvre-là, j'ai ma palette de couleurs. Parce que je suis en train de travailler un autre projet... autour de la souche vieille, mais là je vous en parle pas encore puisque ça n'a pas trop avancé. Et de toute façon, je ne peux que vous inviter à venir nous rejoindre sur Patreon pour suivre un peu plus le processus et ma démarche artistique si vous le souhaitez. Ça permet aussi de me soutenir puisque sur cette partie-là, pour pouvoir avoir accès aux coulisses de mon processus artistique, c'est le module payant de 5 € par mois, donc il n'y a qu'un seul niveau sur ma chaîne Patreon et ça vous donne accès aux coulisses, notamment à plusieurs types de contenus en plus. Donc je propose à la fois un article photo, un podcast audio, une petite vidéo, donc là en ce moment c'est sur le pull Catherine que je retricote, et je propose aussi une reproduction numérique d'une de mes œuvres. C'est-à-dire que vous avez une version PDF que vous pouvez ensuite imprimer soit en format carte postale, soit en format affiche, soit en format marque-page. Voilà. Ça c'est pour la partie payante de chez Patreon, mais vous pouvez aussi devenir membre gratuit. Donc je vous invite aussi à venir nous rejoindre pour devenir membre gratuit sur Patreon. Et à ce moment-là, vous avez accès à un contenu qui est beaucoup plus du type mon tricot perso. Où là je vais vous parler un petit peu de mes encours, comment ça avance, les petits écueils, les petits choix. Là c'est plus... en fait, comme j'ai réorienté mon profil Instagram sur quelque chose de beaucoup plus professionnel, je le consacre essentiellement à Mademoiselle Petroni, donc j'ai toujours, bien sûr, vous pouvez me suivre sur Mademoiselle Petroni si vous le souhaitez, mais là c'est vraiment plus orienté vie pro. Et j'ai gardé Patreon pour venir vous parler un petit peu, comme ici, de ce qui m'anime en tant que tricoteuse, et toutes les semaines je publie un petit post type micro-blogging, parce que j'aimais beaucoup quand Instagram au tout début était vraiment dans une démarche de micro-blogging. Je regrette que ça ne soit plus le cas, mais c'est ainsi, ça évolue. Et donc je l'ai eu le plaisir de le retrouver sur Patreon. Donc voilà un petit peu pour ce qui concerne la manière dont je communique et comment vous pouvez... D'ailleurs, vous pouvez aussi vous inscrire, j'ai 2 newsletters. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message en commentaire si vous souhaitez recevoir ma newsletter. Je vous expliquerai comment procéder. J'ai une newsletter saisonnière, toutes les saisons, pareil, j'envoie... donc c'est pas énorme, vous ne serez pas envahi par mes actualités, mais j'aime bien aussi la formule... newsletter, ça vous permet d'avoir un peu les infos de Mademoiselle Petroni. Enfin, dernière actu, professionnelle aussi cette fois-ci, j'aurai la chance d'animer 2 ateliers au Knit It, au Festival Knit It de Lyon, que je ne présente plus, Knit It & Co maintenant ça s'appelle, puisque ça ne concerne plus que le tricot, mais il y a aussi tout ce qui concerne la broderie, la couture, le crochet, enfin tous les autres arts du fil. Et j'anime donc 2 ateliers qui sont
désormais complets, hein. Ils ont été complets assez rapidement. D'ailleurs, je remercie très sincèrement les personnes qui se sont inscrites. Ça a été très rapide cette année. Je suis très contente que mes propositions vous intéressent. Donc j'anime un atelier sur le tricot Intarsia. Pareil, c'est de la découverte. Ce sont 2 ateliers de découverte. Vraiment, c'est pas du tout Voilà, c'est accessible pour des personnes qui souhaitent découvrir ces techniques-là. Donc, première fois que j'anime cet atelier tricot Intarsia, très simple, vraiment comprendre les principes et s'exercer au début de l'Intarsia. Et j'anime également un atelier sur le tricot mosaïque que vous aimez beaucoup et que moi aussi c'est une technique que j'adore, que je pratique pas assez je trouve, mais que je trouve très ludique et très sympa. Donc voilà pour ce qui est ma participation. Mes 2 ateliers ont lieu le samedi, donc à la première heure le matin, le dernier atelier de la journée. Donc au milieu des 2, en général je traîne un peu sur le salon, j'essaie de me reposer un peu, je vous cache pas, parce que c'est quand même, il faut que je garde un peu mon énergie pour être pleinement disponible sur l'atelier du soir. Et le dimanche je suis encore sur le festival, mais là en tant que visiteuse, donc c'est au plaisir de vous rencontrer, de vous croiser si jamais vous venez. Je serai sûrement avec mes copines soit chambériennes, soit mes tricopines chambériennes, soit mes tricopines de Grenoble. Donc voilà, n'hésitez pas à m'interpeller si vous avez envie de discuter, me montrer un peu ce que vous êtes en train de réaliser en ce moment, même si vous avez des questions et que je peux vous conseiller. Je n'y serai pas le vendredi parce que pour moi c'est un peu compliqué de me libérer 3 jours entiers, mais voilà, j'y serai le samedi et le dimanche et j'espère vous rencontrer à cette occasion. J'arrive enfin au terme de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu de la regarder. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si c'est le cas, à mettre un commentaire si vous avez des questions ou des remarques en particulier par rapport à ce que je vous ai présenté sur cette saison d'été et ses perspectives d'automne. Comme d'habitude, j'aurai le plaisir de vous retrouver à la prochaine, dans 3 mois, au prochain changement de saison, lors du solstice d'hiver, et en espérant pouvoir vous montrer des ouvrages terminés. Je vous souhaite un très bel automne, de très beaux tricots ou tout autre très beau projet de do it yourself. Bien sûr, faites-vous plaisir, prenez le temps d'enchaîner les mailles ou les points si vous aimez faire d'autres arts du fil. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à dans 3 mois.